On va passer maintenant au point de vue un peu plus chirurgical avec le docteur Grégoire Rougereau dont je vous parlais un petit peu plus tôt dans ma présentation. Alors, merci Alexandre, merci Xavier. Bonjour à tous, je suis très heureux d'être là et je vais vous parler de mon point de vue de chirurgien sur ces pathologies de la danseuse et du sportif en général. Et je vais prendre le temps de vous parler, au cours de mon topo, de deux grandes pathologies qui sont assez caricaturales, bien que relativement rares, comme vous l'a dit Xavier, que sont d'une part les conflits postérieurs de cheville. Je vais vous parler du cas typique qu'on connaît tous, on a tous appris ça dans nos cursus et dans nos bouquins, mais on verra qu'en pratique clinique, c'est un peu plus complexe que ça. Je vais vous dire ce qu'en dit à peu près la littérature sur les 30 dernières années, et bien sûr la biomécanique, parce qu'on n'a jamais de clinique sans biomécanique. Enfin, pour les fractures de fatigue, on va parler un peu des sésamoïdes qui ont mauvaise presse et à juste titre. Je vais vous parler de la chirurgie typique de sésamoïdectomie, que je ne fais quasiment plus, et je vais vous montrer qu'il y a quand même des sources d'espoir et des nouvelles techniques qui ne sont pas si nouvelles, mais qui reviennent au goût du jour, et on va prendre un peu de temps pour en discuter. Pour commencer sur le conflit postérieur typique, on le retrouve beaucoup chez nos sportifs. C'est lors d'un mouvement soit en un seul épisode, soit de façon micro-traumatique, en flexion plantaire forcée. C'est marqué partout que très fréquemment, le facteur de risque principal, c'est une morphologie osseuse de type soit ostricone, soit un os surnuméraire, soit un processus long du talus qui a pris le nom de stieda et qui s'est perdu de nos jours, qui s'est fragmenté au cours de la croissance. On n'a pas trop d'infos là-dessus, mais globalement, c'est probablement lui, à la base, qui était considéré comme le gros facteur de risque. Les sports classiques, c'est la danse classique sur les pointes, comme vous l'avez vu avec les radios tout à l'heure, la gymnastique, le football, la course, notamment dans les terrains instables. Le traitement initial, il est toujours conservateur avec du repos, des anti-inflammatoires, éventuellement des infiltrations, bien que des séries des années 2000-2010 retrouvaient dans certaines séries une efficacité seulement dans 60% des cas et seulement 40% de sportifs qui retrouvaient le même niveau malgré les infiltrations. C'est un bon effet sur les douleurs, de l'ordre de 80% les infiltrations, mais le faire des infiltrations itératives, il y a une étude que je vous ai retrouvée qui date de 2004 qui semble montrer une fragilisation possible du tendon du FHL, qui est un tendon important chez ces sportifs, en particulier les danseurs. Donc, si l'infiltration 1 ou 2 ne suffisent pas, souvent on parle de chirurgie. La chirurgie, classiquement, elle était faite initialement par voie ouverte, de façon historique, maintenant par arthroscopie, qui a montré une certaine supériorité, toutes les revues de littérature le prouvent, avec des taux de complications qui sont divisés par 2, de l'ordre de 7% quand même sous arthroscopie, et un retour au sport, en moyenne, divisé également par 2, de l'ordre de 2 mois sous arthroscopie. Néanmoins, quelle que soit la voie d'abord, il y a toujours à peu près 10% des gens qui sont insatisfaits, même si on a retiré ce qu'on considérait comme facteur aggravant la partie osseuse, il reste encore 10% de gens insatisfaits, ce qui fait que ça fait dire à beaucoup d'auteurs depuis une dizaine d'années que ce n'est pas suffisant et qu'il faut aller chercher plus loin. L'ostrigone, si on fait des radiographies comme ça a été fait dans les années 90 à une cohorte entière de danseurs, on le retrouve dans 50% des danseurs. Donc c'est un élément parfois favorisant, mais non essentiel pour avoir cette pathologie. Et que la corrélation entre la clinique, l'imagerie et les symptômes sont parfois assez décevants. Donc c'est la raison pour laquelle il faut vraiment utiliser ces trois arguments pour pouvoir décider de la prise en charge. On va voir en quoi ça peut être multifactoriel. On a parlé de l'os, on a parlé des parties molles. Au niveau des parties molles, il y a de très nombreux ligaments. Je ne vais pas tous vous les citer, mais globalement, il y a le ligament entre les malléoles, l'intermalléolaire, il y a la syndesmose postérieure, que Jérôme nous en a parlé tout à l'heure, et puis également les parties postérieures des plans deltoïdiens profonds et également du plan ligamentaire externe qui peuvent participer dans la pathologie, et bien sûr des tendons. Xavier vous a parlé du tendon du FHL, du tibial postérieur. On va rentrer petit à petit dans les détails. Je vais me poser un petit peu sur cette étude qui, pour moi, est très intéressante, avec comme premier message, issu de cette série de Mansour, publiée en 2024, que sur 168 cas consécutifs opérés sous arthroscopie pour conflit postérieur à la clinique et à l'imagerie, dans seulement un tiers des cas, dans seulement 2 tiers des cas, vous aviez de l'os. Dans un tiers des cas, vous n'avez ni ostrigone, ni processus et seulement des conflits parties molles, qu'on va un peu plus détailler par rapport à leur étude et ce qui s'est dit lors des 10 dernières années. Si on se pose sur la partie purement osseuse de leurs 2 tiers de patients, vous voyez que les douleurs seulement dues au fragment osseux sont minoritaires. Dans la grande majorité des cas, il y a aussi une implication à la fois du tendon du FHL, avec une ténosynovite, mais également des ligaments potentiellement, que ce soit dans les conflits en postéro-médial ou postéro-latéral. Si on rentre un peu plus dans les détails de l'anatomie de la clinique, on va parler du conflit postéro-médial et du conflit postéro-latéral. Le postéromédial, on l'a dans 2 cas de figure. Soit l'entorse aiguë, grave, qui décompense avec une contusion de la partie postérieure et profonde du ligament deltoïde, soit
à force de faire des entorses répétitives par microtraumatisme, il y a un épaississement et il y a un conflit potentiel par synovite chronique au niveau de ce ligament, qui est situé, je vous le rappelle, dans la partie postérieure du récessus de la malléole interne. La douleur, elle est typique, elle est présente à la fois en actif et en passif, et quelle que soit la position de la cheville, et peut faire évoquer le diagnostic dès lors qu'à l'imagerie, vous avez une petite ténosynovite associée du tendon, soit du FHL dans 16% des cas, ou surtout du tibial postérieur, qui est souvent infiltré à l'imagerie, pas forcément douloureux à l'examen clinique, et ce dans 40% des cas. Quand on regarde l'imagerie, vous voyez au niveau de l'IRM, sur la partie gauche, un aspect un peu sale, un peu épaissi, gris du ligament postérieur du deltoïde sur cette imagerie en T1. Et en T2, dans les imageries en aigu, vous avez des éléments qui vous aident à voir la pathologie du ligament. Le faisceau profond et inflammatoire. Il y a une contusion osseuse au niveau de la pointe de la malléole interne et de la partie postéromédiale du talus, chose qui est disparue à 4 mois, mais avec un aspect remanié et un peu sale de ce ligament profond. Même si je vous l'accorde, ça peut être parfois difficile d'identifier cet épaississement ligamentaire. On commence toujours par l'infiltration en termes de thérapeutique. J'ai trouvé une étude arthroscopique qui retrouve jusqu'à 90% de bons résultats avec un nettoyage et une exploration. Les conflits postérolatéral, eux, ils peuvent nous intéresser surtout deux grands ligaments. Le principal ligament étant celui de la syndesmose postérieure, qui peut être atteint dans les entorses graves de la syndesmose, soit par contusion, soit par carrément avulsion au niveau du pilon tibial. Et vous pouvez également avoir une décompensation d'un ostrigone sur une entorse du faisceau postérieur du plan externe qui est inséré sur cette pointe du postérieur du talus. Globalement, ce conflit postérolatéral est quasiment toujours associé à un élément osseux qu'il faut savoir rechercher, soit au niveau du talus, soit au niveau du tibia. L'avantage de l'arthroscopie, c'est qu'en plus de sa visée mini-invasive, on peut explorer l'ensemble de l'articulation tibiotalienne, mais également sous-talienne. On peut analyser le conflit osseux, donc pouvoir resséquer soit l'avulsion aux dépens du tibia, soit le processus osseux aux dépens du talus, mais également aller explorer les deux malléoles, externes, internes, également les tendons, on va le voir tout à l'heure. On a parlé des ligaments, maintenant on va parler des tendons, parce que vous allez voir que globalement, les ligaments font peu mal, en dehors de ce cas de conflit postéromédial qu'il faut savoir rechercher, mais la partie dynamique, elle, est entièrement tendineuse. Le tendon du tibial postérieur que vous voyez sur la droite de l'image, il est relativement fin malgré la puissance du muscle. Il est rarement pathologique, il a rarement de conflit à ce niveau-là. C'est souvent secondaire qu'on a des ténosynovites. Il n'y a pas besoin d'aller nettoyer les tendons pour ce tendon-là. Par contre, le tendon du FHL, lui, a une morphologie complètement différente, avec un corps musculaire qui peut être très bas situé, très musculaire dans sa portion latérale, et peut être siège de conflit, souvent par microtraumatisme, au niveau d'une poulie que vous voyez, qui est représentée en rouge sur la partie basse de la diapo, qui est constante, qui est toujours de l'ordre de 2 à 3 mm d'épaisseur et qui est très difficilement extensible. Quand on prend la littérature, dès les années 80, il y avait des associations, notamment chez les danseuses de ballet, entre le conflit osseux, un ostrigone, et la sursollicitation qui progressivement donnait une inflammation sténosante autour du tendon du FHL. C'était un chirurgien américain du nom de Hamilton qui a montré chez cette danseuse de ballet professionnelle des atteintes au niveau de la mobilité de la cheville, de la mobilité même de l'avant-pied au niveau du gros orteil, et des douleurs qui étaient levées par une chirurgie de libération et de résection osseuse postérieure. Il faut attendre 2005, une étude de Michelson, qui est un chirurgien américain dans le Vermont, qui s'est intéressé sur une série rétrospective de 20 patients, dont des sportifs et dont des danseuses. Et il a noté que non seulement il confortait les résultats d'Hamilton, mais il avait noté que dans 50% des cas, il y avait effectivement, avec des radios normales, des patientes qui se plaignaient de douleurs comme de l'arthrose au niveau du gros orteil. Il avait noté que la chirurgie se passait bien, donnait de bons résultats, mais surtout corrigeait à la fois les douleurs de l'arrière de la cheville, mais également de l'avant du pied. Il s'est donc posé la question avec un de ses amis biomécaniciens, Kiran, d'aller faire marcher des cadavres au laboratoire d'anatomie. Donc ils ont sélectionné entre 6 et 7 cadavres de mémoire, et ils sont partis d'un postulat de Hintermann, qui est un grand chirurgien du pied, qui avait montré qu'en passif, il pouvait faire coulisser quasiment de 3 cm le tendon du FHL dans sa poulie à l'arrière. Néanmoins, lorsqu'il s'intéressait à reproduire le modèle de marche en tapis d'essai, à savoir l'attaque au talon jusqu'à la phase de propulsion, l'excursion au niveau du tendon FHL était au maximum de 6 mm. Ce qui fait qu'il partit du postulat que le tendon, finalement, servait comme de guide pour que l'ensemble du squelette osseux puisse coulisser tout au long de ce tendon, comme si c'était un guide,
comme s'il avait un rôle proprioceptif pour la marche au quotidien. Ils sont même allés plus loin dans cette même étude. Ils se sont dit, si on restreignait cette excursion de 2, 4, 6 mm, quelles en seraient les conséquences? Ils ont montré qu'il y avait une altération du schéma de marche, il y avait un creusement du pied, une augmentation probable des pressions au niveau des articulations de la première colonne. En termes d'examen clinique, tout ce qu'ils ont développé dans la suite sont notamment le test du stretch test, qui est le seul examen clinique potentiel pour dépister cette morphologie, outre les douleurs. Vous allez vous assurer tout d'abord qu'il existe une souplesse au niveau de l'hallux en termes de flexion dorsale. Dès lors que vous avez une flexion de plus de 60 degrés, vous n'avez pas d'arthrose constituée encore au niveau de l'articulation MTP1. Lorsque vous appuyez avec votre deuxième main pour reproduire un appui simulé au maximum de flexion dorsale de cheville, genou tendu, vous essayez d'obtenir là encore une flexion dorsale de la MTP1. S'il n'est pas possible, c'est que vous avez un test positif et qu'il y a probablement un conflit au niveau de la cheville. Dans les cas de conflit associés cliniques, polysymptomatiques, vous pouvez redéclencher des douleurs rétromalléolaires, soit spontanément, soit la palpation dans cette position-là. Si vous avez un podoscope, vous pouvez voir que dans les cas extrêmes, vous n'avez pas d'appui de la tête de M1 au sol, et que vous avez un transfert des charges avec une compensation dans l'interphalangienne de l'hallux, mais surtout dans les rayons latéraux, avec parfois des gens se plaignant de métatarsalgie de transfert. Et au décours de la course ou du changement de chaussure, typiquement entre le passage été-hiver, vous avez beaucoup de patients et de patientes qui viennent avec des petits hématomes sous-inguéaux, adressés pour des ongles incarnés, alors que ce ne sont seulement que des hypersollicitations et des microtraumatismes de l'ongle dans la chaussure. L'imagerie, elle peut être intéressante, même s'il faut savoir lire entre les lignes. Tout d'abord, l'IRM peut montrer dans certains cas un corps musculaire bas situé et surtout très trophique, qui peut être conflictuel dans la poulie. Les radiographies, on peut voir que pour cette patiente qui venait pour un conflit postérieur de cheville, vous n'avez pas d'ostrigone, vous n'avez pas de processus long du talus, mais vous avez déjà un défaut d'appui au sol de la tête de M1 avec ce qu'on appelle un métatarsus elevatus, sans arthrose pour autant, et une hypersollicitation de l'interphalangienne avec une phalange de P2 qui est en sursollicitation en flexion dorsale de l'interphalangienne. L'échographie, réalisée par mon ami le docteur Attan à la clinique, j'étais son cobaye, donc c'est ma cheville. J'ai un magnifique hallux limitus, comme quoi tout n'est pas chirurgical. Vous voyez que le tendon essaye de coulisser en position de stretch test, donc il faut mettre la cheville en position de flexion dorsale et en hallux en flexion dorsale maximale. Et vous avez le corps musculaire qui est en noir, qui essaye de passer, de mater la poulie, si vous la voyez, et qui n'arrive pas à passer à ce niveau-là, ce qui reproduit des douleurs, que je vous le confirme, en rétromalléolaire interne. Michelson, toujours lui, a repris rétrospectivement sa série en disant si je les rééduque, c'est quoi les résultats? Le traitement de rééducation est assez simple, il essaye de mater cette petite poulie en mettant l'hallux sur un livre d'épaisseur 2 à 3 cm et en forçant, comme en ski, la flexion dorsale de la cheville pour essayer d'étirer autant que possible ce tendon-là et essayer de mater la poulie derrière. Globalement, 75% d'efficacité pour ces patients, sauf dans 3 cas de figure. Le sportif, qui avait 9 fois plus de chances de se faire opérer à cause des douleurs résiduelles. Le trop douloureux, quasiment 10 fois. Et quand vous avez des douleurs déjà de base de conflit postérieur à au moins 4 sur 10 malgré des infiltrations, il devait également se faire opérer. Avec 90% d'amélioration et une diminution des douleurs de l'ordre de 3 à 5 sur 10. La chirurgie, comment ça se passe? Et là encore sous arthroscopie. Vous voyez, c'est un cas typique de muscle qu'on commence à deviner, qui est engainé dans une espèce de ténosynovite fibreuse engainante et un ligament qui était très épaissi. Vous noterez que rien qu'en resséquant cette partie-là, il y a une meilleure excursion du tendon et une absence surtout de parties osseuses qui contribuent à ce conflit-là. On vérifie qu'il existe une bonne mobilisation du tendon, qu'il n'y ait pas d'adhérence sur le devant. Et comme on ferait sur un conflit des tendons fibulaires sur la partie latérale, on va resséquer la partie basse du muscle pour prévenir une éventuelle récidive si la poulie venait à se refibroser ou à se reformer, de telle façon qu'on finisse avec un résultat à la fin à 2 mois, avec une patiente qui a pu reprendre la course, la danse au niveau amateur, sans aucune limitation. On allait vérifier ces données-là biomécaniques que je vous ai citées au laboratoire d'anatomie. Cette année, avec mes amis présents aujourd'hui dans la salle, nous avons mis des capteurs de pression dans des articulations de l'avant du pied, au niveau de l'articulation de l'hallux, MTP1, et de la base de l'hallux, la CM1, en prenant 9 cas négatifs, c'est-à-dire des témoins ne présentant pas d'hallux limitus au stretch test, versus 9 qui en présentaient. Nous sommes dans tous les cas allés vérifier s'il y avait un conflit ou pas à l'arrière de la cheville. Dans tous les cas positifs au stretch test, s'il y avait un conflit musculaire à l'arrière de la cheville. Et les résultats sont ceux-ci, ils sont assez édifiants. Tout d'abord, en stretch test, la mobilité de la flexion dorsale de l'hallux était de 20 degrés en positif chez les témoins. Parmi les cas, elle était déficitaire de l'ordre de 12 degrés
là où le seul fait de couper la poulie, on retrouvait un profil de mobilité normale au niveau de l'articulation de l'hallux. Les profils de pression prenaient la même allure, à savoir qu'il y avait une petite dépression physiologique chez les témoins, qu'il y avait jusqu'à 14 mm de mercure, ce qui est tout à fait monstrueux dans une toute petite articulation, qui est tout à fait corrigé avec l'ouverture de la poulie, ce qui laisserait sous-entendre que le côté micro-traumatique répété chez le sportif ayant cette pathologie-là pourrait entraîner une sursollicitation et probablement de l'arthrose au niveau de l'articulation MTP1 à terme. Et nous avons montré qu'effectivement, il y avait une corrélation. Plus il y avait un déficit de flexion dorsale, plus vous aviez une augmentation de pression dans l'articulation. Il en était de même au niveau de l'articulation CM1, où le seul fait d'ouvrir la poulie diminuait cette pression-là de l'ordre de 10 mm de mercure. Je vais finir mon topo sur la partie de l'avant-pied, les fractures de sésamoïdes, qui, pour rappel, sont constants. Nous en avons deux, un médial et un latéral, le principal étant le médial. Il a un rôle de protection, il a un rôle d'absorbeur des chocs et de transmission lors de la phase de push-off à la fin du pas. Le sésamoïde médial, c'est celui qui est le plus en cause dans les fractures de fatigue, c'est le plus souvent lésé. Et les facteurs de risque qui sont à rechercher sont tous les facteurs d'hypersollicitation de pression, que sont le pied creux, un premier rayon métatarsien trop long, un tendon d'Achille trop court ou un hallux limitus fonctionnel. Je vous conseillerais toujours de faire des radiographies en charge comme pour toute pathologie du pied, mais de le compléter dans ces pathologies-là par un scanner pour conforter le diagnostic de fracture, de sclérose et d'IRM pour le côté vitalité. Pour ce qui est des stratégies, on commence toujours par un traitement conservateur, comme Xavier vous l'a dit, repos, anti-inflammatoire. Je vous conseille un petit taping pour mettre au repos les sésamoïdes, comme vous feriez sur un Turf2 dont nous discutions l'année dernière. Mais globalement, le taux de consolidation radiologique est de l'ordre de 65 à 90%. On est plus proche des 80% en pratique, et avec un taux de retour au sport qui est souvent très tardif, malgré la période de repos, la période de semelle avec exclusion de la zone d'appui. Ce qui fait qu'au-delà de 6 mois d'évolution ou chez le sportif qui est très impacté, peut se discuter des chirurgies. La chirurgie dite traditionnelle, la sésamoïdectomie, le fait de retirer le sésamoïde définitivement, c'est ce qui a été décrit depuis les années 50, 60, pratiqué. J'en fais quasiment jamais. Pourquoi? Parce que c'est excessivement lourd, parce que c'est énormément de complications. Et globalement, on est entre 20 et 30% de complications que je vous ai listées, qui peuvent aller d'un simple petit hallux valgus, un hallux rigidus, un transfert de charge sur les rayons latéraux, une nécrose du deuxième sésamoïde. Bref, c'est vraiment pas le genre de chirurgie que je conseillerais à mon ami. Si on n'a pas le choix, on le fait avec résection du sésamoïde médial et transfert du tendon abducteur pour essayer de combler un peu l'espace. Mais il faut vraiment ne pas avoir d'autre choix pour y aller. La solution pour le coup moins agressive que je peux vous conseiller, c'est la technique du pont ou du bridge, qui a été évoquée par un Français, Patrice Diebold, dans les années 90, non publiée dans PubMed, mais une autre série franco-irlandaise avec 10 ans de recul marche plutôt pas mal. J'en suis à quelques cas où j'en suis plutôt satisfait, et je vous en explique le principe. Globalement, le but est de bloquer temporairement, de faire une arthro-rise de l'articulation MTP1 pour mettre au repos forcé les sésamoïdes, à la fois dans leur sangle et dans la fonction des muscles intrinsèques. Ce blocage se fait par deux petites broches ou deux petites plaques qui sont retirées à 2 mois, soit 8 semaines, après la date de la chirurgie, où il y a effectivement un nettoyage de l'articulation dans le même moment. Les résultats à 10 ans de cette série de 32 patients, incluant 25 sportifs de très bon niveau, montraient 94% de consolidation, un retour au sport en général entre 20 et 30 jours après l'ablation du matériel, et qu'il n'y avait aucune reprise, un taux de satisfaction complet. Tous les patients ont pu reprendre leur sport, même s'il n'est pas noté le niveau sportif dans cette série-là. Néanmoins, malgré le fait qu'il y ait une arthrose, tous ont pu recontinuer sans avoir eu besoin d'avoir une sésamoïdectomie, et ce qui pour moi est source d'espoir pour l'avenir, de ne pas créer des complications à une pathologie qui est déjà difficile à traiter. Je vous remercie.